Bonjour, bienvenue pour cette troisième partie consacrée à la colorimétrie expliquée aux photographes amateurs. Troisième partie qui va concerner les couleurs du photographe. On va faire un petit résumé très rapide des deux premières parties et je vais commencer par réduire mon image sur l'écran. Avec la première vidéo, nous avons vu que la lumière émise par un objet éclairé est constituée uniquement de rayonnements électromagnétiques de différentes longueurs d'onde. La répartition de l'amplitude de ce rayonnement en fonction de la longueur d'onde est appelée spectre. Physiquement, il n'est pas question ici de couleur. La couleur de cet objet éclairé n'est que la façon dont l'œil et le cerveau interprètent le spectre complexe de la lumière reçue en le simplifiant considérablement par sa réduction aux trois grandeurs rouge, vert et bleu. Lors de la deuxième vidéo, nous avons abordé la colorimétrie, qui est la science de la mesure de la couleur. Cette mesure a été définie en 1976 par une normalisation internationale avec le modèle CIE-LAB dans lequel une couleur est caractérisée par trois valeurs. La première représente la luminance. Les deux suivantes, qui représentent la teinte, sont définies sur deux axes. D'une part, un axe qui va du vert au rouge en passant par un gris neutre, et d'autre part, un autre axe qui va du bleu au jaune, toujours en passant par un gris neutre. Comme une couleur se mesure avec trois grandeurs, on parle quelquefois d'espace colorimétrique pour définir ce qu'on pourrait appeler l'unité de mesure de la couleur, c'est-à-dire la façon normalisée d'exprimer une couleur par trois grandeurs. Pendant cette troisième partie, on va aborder un sujet qui va vous intéresser plus particulièrement, la couleur pour les photographes. En photographie numérique, le principal problème est la façon dont les différents matériels communiquent entre eux. Chaque matériel a sa façon propre de mesurer la couleur. L'appareil photo mesure un courant électrique associé à chaque élément ou pixel de son capteur. L'imprimante a besoin d'une information du nombre de gouttes et de la taille des gouttes de jaune, de cyan et de magenta pour chaque pixel. Un lien direct entre appareil et imprimante impliquerait par exemple que l'appareil photo connaisse les caractéristiques de toutes les imprimantes existantes et à venir, ou inversement que l'imprimante connaisse toutes les caractéristiques, toutes les façons de mesurer la lumière de tous les appareils photo existants et à venir. Il est donc important que chaque matériel, appareil photo, écran, imprimante et ordinateur, mesure les couleurs de la même façon, de façon à parler un même langage. L'appareil photo va traduire ses propres informations dans ce langage commun avant de les transmettre à l'ordinateur. L'imprimante et l'écran reçoivent ces informations dans le langage courant pour les traduire dans leur propre façon de mesurer les couleurs. En fait, chaque matériel a son propre espace de colorimétrie ou profil colorimétrique, c'est-à-dire sa façon de mesurer les couleurs. Pour une bonne communication, chaque matériel doit donc faire une conversion depuis son propre espace vers l'espace commun. Il aurait été bien que cette façon commune de caractériser les couleurs corresponde à la normalisation internationale, c'est-à-dire à l'espace CIE-LAB. Ça n'a pas été possible. À l'époque des premières photographies numériques, dans les années 90, la puissance de calcul des ordinateurs et les capacités de stockage étaient trop limitées pour cela. La communauté scientifique et le monde industriel de la photographie
se sont donc basés sur 4 critères pour définir un espace commun. En premier lieu, ils ont décidé de travailler en RVB, les 3 grandeurs définissant une couleur étant les intensités relatives de rouge, de vert et de bleu. Ce qui est différent de la façon de caractériser les couleurs par l'espace CIE-LAB, dans lequel 2 grandeurs représentent la teinte et la troisième la luminosité. Les premiers processeurs des ordinateurs étaient structurés pour travailler sur 8 bits, grandeur élémentaire s'exprimant entre les valeurs 0 et 255. Leur puissance de calcul ne permettait pas de définir chaque couleur avec un nombre plus élevé, sur 16 bits par exemple. Un nombre inférieur à 8 bits aurait abouti à des effets de crénelage ou de marche d'escalier, comme on le voit par exemple pour le rouge en haut et à droite avec 3 bits par couleur, soit 3 niveaux. Pour ne pas avoir cet effet de marche d'escalier avec 8 bits par couleur, il était donc également impératif de restreindre l'espace de couleur dans lequel on allait travailler, c'est-à-dire de travailler dans un espace de couleur plus petit que l'espace des couleurs visibles par l'œil humain. Ce n'était pas très grave car les moniteurs ou écrans d'ordinateur, les tubes cathodiques à l'époque, et les imprimantes n'étaient pas capables non plus de reproduire toutes les couleurs visibles par l'œil. Les capacités de stockage étant limitées, on a également imaginé, en plus, une compression plus ou moins importante des informations de stockage. Avec une compression importante, on pourrait retrouver l'effet d'escalier comme le montre la petite partie d'une photo visualisée en bas et à droite. On voit la gouttière d'une maison et au-dessus un ciel bleu. Une compression revient à associer des pixels voisins présentant des couleurs identiques ou peu différentes pour diminuer le nombre d'informations à enregistrer. Chaque image tient ainsi moins de place sur le disque dur ou sur la carte mémoire de l'appareil photo. De ces 4 critères est né le format d'enregistrement JPEG, qui dans un premier temps a été associé à l'espace de couleur sRVB. Cet espace de couleur est suffisamment petit pour travailler avec 8 bits par couleur et suffisamment grand pour englober toutes les couleurs pouvant être représentées avec nos écrans et nos imprimantes ou avec les machines d'édition industrielle. Le JPEG et l'espace de couleur sRVB sont devenus un standard. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. La grande majorité des photographes utilisent cet espace de couleur sans le savoir. Plus de 99%, pour ne pas dire 99,99% des photos présentes sur Internet sont en espace de couleur sRVB et en codification, en espace de couleur, sRVB et en codification JPEG. C'est devenu un succès et il est plus possible de changer puisque c'est la façon universelle de travailler, malgré le fait que le matériel informatique actuel pourrait imaginer d'autres façons plus riches d'enregistrer les informations des photographies. Les encres utilisées aux USA sont différentes des encres européennes. Les pigments de couleur ne sont pas les mêmes. Et l'espace de couleur sRVB adopté initialement par Adobe
dans son logiciel Photoshop ne convenait pas aux professionnels américains de l'édition. En 1998, Adobe a donc créé un nouvel espace de couleurs qu'il a nommé Adobe RVB, un peu plus étendu dans les verts que sRVB, comme le montre ici une représentation dans le diagramme de chromaticité. Les espaces des couleurs respectifs Adobe RVB et sRVB sont les espaces intérieurs au triangle représenté ici. À l'extérieur du triangle, ce sont des couleurs visibles par l'œil mais non représentées par ces espaces sRVB, Adobe RVB. Pour les photographes européens, ce profil Adobe RVB n'apporte pas grand-chose. D'une part, il n'est pas adapté au web, à Internet. Les écrans qui permettent de voir les quelques couleurs saturées supplémentaires sont relativement chers. Dans la nature, la plupart du temps, les couleurs vertes saturées qu'on peut photographier n'ont pas de valeur saturée et sont comprises dans l'espace sRVB. Le profil Adobe RVB n'est pas adapté aux encres européennes ou mal adapté. Par ailleurs, si vous observez une photo prise avec le profil Adobe RVB et que vous la visualisez avec un logiciel qui l'interprète comme étant en sRVB, les couleurs vont être changées et cette photo va vous paraître particulièrement fade. L'espace de couleur des appareils photo est bien plus grand que l'espace sRVB ou Adobe RVB, ou du moins avant que le processeur de l'appareil photo ne convertisse l'image capturée dans un format JPEG. Et donc, il pourrait être intéressant de travailler d'une façon différente. Voici une représentation des teintes dans l'espace CE-LAB. Ici, voici l'espace limité Adobe RVB. Ici, voici l'espace plus étendu d'un appareil photo, le Canon 5D Mark II par exemple. Et ici, voici un autre espace normalisé qui est plus grand que celui des appareils photo numériques. C'est l'espace Profoto RVB. Donc comment faire pour récupérer toutes les informations étendues de couleurs issues du capteur? Pour cela, il suffit d'enregistrer les informations brutes venant du capteur avant tout traitement de conversion vers sRVB ou Adobe RVB. Il existe pour cela un format d'enregistrement spécifique à chaque modèle d'appareil et appelé le format RAW. L'information enregistrée dans ce format est ensuite développée par votre logiciel préféré sur votre ordinateur pour être interprétée dans un espace de couleurs beaucoup plus étendu. Cet espace propre à chaque appareil photo est proche de l'espace normalisé appelé Profoto RVB. Cet espace plus étendu codifie chaque couleur sur 16 bits, soit 65 536 niveaux, ce qui laisse beaucoup plus de possibilités pour le traitement des photos que les 256 niveaux du format JPEG. Donc les différences entre le JPEG et le RAW. En haut, on va voir la façon dont on travaille en JPEG. Au départ, on numérise la photo avec le capteur. Le processeur informatique qui est présent dans l'appareil photo va développer cette image, va faire des calculs relatifs aux informations issues de chaque pixel pour transformer l'image
et la présenter au format JPEG, et soit dans l'espace de couleur sRVB, soit dans l'espace de couleur Adobe RVB, selon la configuration de votre appareil photo. Et c'est cette information au format JPEG qui est enregistrée sur la carte mémoire avant d'être transférée sur le disque dur pour être classée. Lorsqu'on travaille au format RAW, en fait, on enregistre directement les informations issues du capteur sans aucun traitement. Ces informations sont enregistrées sur la carte mémoire. Il va donc falloir les développer, elles ne sont pas visibles directement, il va falloir les développer pour les visualiser, puis les enregistrer et les classer sur le disque dur de l'ordinateur. La différence entre les deux cas, c'est que le traitement, le développement de la photo est fait soit par le processeur qui est dans l'appareil photo, dans le cas du JPEG, soit par l'ordinateur, ultérieurement à la prise de vue, dans le cadre du format RAW. Voici une comparaison des trois espaces de couleurs dont on vient de parler. Pour chacun des espaces, seules les couleurs à l'intérieur des triangles sont les couleurs visualisables. Attention, ce diagramme n'est pas très représentatif. En effet, si on graduait les couleurs en fonction de la sensibilité de l'œil, les graduations seraient bien plus serrées vers le centre du diagramme et bien plus élargies vers l'extérieur. Ce qui conduit au fait que les différences qu'on semble voir entre sRVB, Adobe RVB et Profoto RVB est beaucoup plus important sur la représentation qu'on a ici et en réalité est beaucoup moins importante. Donc en résumé, les photographes ont le choix entre enregistrer les images au format JPEG soit dans l'espace de couleur sRVB, soit dans l'espace de couleur Adobe RVB, ou enregistrer les informations dans le format RAW propre au matériel photo, dans un espace de couleur plus étendu, proche de l'espace normalisé Profoto RVB. Donc l'espace colorimétrique unifié dont on parle ici, c'est une façon de mesurer les couleurs communes à tous les matériels de façon à ce que les échanges se fassent correctement. Un problème de couleur est bien souvent un problème de communication entre le matériel. On va faire maintenant un petit tour dans Photoshop, tout d'abord pour regarder l'espace de travail de Photoshop, et puis les notions d'attribution de profil ou de conversion en profil. On va faire un petit tour dans Photoshop avec la notion d'espace de travail. L'espace de travail, ce n'est pas l'espace colorimétrique dans lequel Photoshop fait ses calculs. C'est l'espace avec lequel Photoshop communique avec son environnement. C'est-à-dire, c'est l'espace colorimétrique commun dont on a parlé précédemment. Alors Photoshop propose un espace de travail par défaut. Cet espace de travail par défaut, vous pouvez aller le chercher dans Édition, Couleurs, et vous avez l'espace de travail par défaut. Vous pouvez choisir entre sRGB dont on parlait, Adobe RGB et Profoto RVB. Ne prenez jamais l'espace de travail du moniteur. En fait, vous avez le choix entre principalement ces trois-là. Je ne parlerai pas des autres choix possibles. Donc Profoto RVB, OK. Je vais maintenant ouvrir une image, fichier, ouvrir, et par exemple cette image-là, ouvrir
Voilà, Photoshop me pose une question. Est-ce que je préfère le profil incorporé? Est-ce que je le convertis? Que veut dire cette question? Ça veut dire que Photoshop me dit on avait convenu d'un espace commun de travail qui est Pro Photoshop RGB ou RVB, c'est pareil, et tu me proposes d'ouvrir une photo dont l'espace de travail est le sRGB. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois changer le profil de travail pour prendre celui de la photo que tu veux ouvrir, ou est-ce que je dois convertir les couleurs du document selon l'espace de travail selon lequel on avait choisi travailler? C'est pas gênant de changer l'espace de travail. En général, il faut choisir de préférence cette solution-là, c'est-à-dire préférer le profil incorporé à l'image. Donc je clique sur OK. Et là j'ai une image qui s'affiche. Et l'espace de travail de Photoshop, il est rappelé ici en bas à gauche. Si vous ne voyez pas l'espace de travail, vous cliquez en bas à gauche sur la petite flèche et vous cochez parmi les informations à afficher profil du document. Et on voit le profil du document qui est devenu le profil de travail pour cette photo-là. Je vais ouvrir une autre photo, fichier, ouvrir, et j'ouvre la deuxième photo, ouvrir. Même question que tout à l'heure, et je réponds préférer le profil incorporé à la photographie. J'ai ouvert une deuxième photo dont le profil incorporé est Adobe RGB. Alors d'où viennent ces deux photos? J'ai pris ces deux photos successivement au même endroit, au même moment, avec la même lumière, en changeant simplement les paramètres de mon appareil photo. Les paramètres par défaut, c'est-à-dire pour la première photo, celle-ci, j'ai dit à l'appareil photo de travailler en JPEG et avec l'espace de couleur sRGB, et pour la deuxième photo, j'ai dit à l'appareil photo de travailler toujours en JPEG mais avec l'espace de colorimétrique Adobe RGB. Alors première constatation, on a quasiment la même chose, très légèrement plus de saturation, mais c'est vraiment infime. Je ne sais pas si sur votre propre écran vous voyez la différence, mais en fait entre la première photo et la deuxième photo, très peu de différence. C'est normal parce que a priori dans ce paysage de bord de mer il n'y a pas de couleur saturée, donc pas de différence dans les deux profils. Et puis par ailleurs l'écran de mon ordinateur ne permet pas de voir les couleurs supplémentaires propres au profil Adobe RGB. Alors je ne sais pas ce que ça donne sur votre propre écran à partir de cette vidéo enregistrée, mais donc très peu de différence entre les deux. Je vais ouvrir une troisième image, ouvrir, et je vais ouvrir cette image là. Toujours même question, je préfère le profil incorporé. Ok. Voilà, j'ai ouvert une troisième image qui est dans l'espace de couleur sRGB, qui est pourtant très différente de la première photo qui était aussi dans l'espace sRGB. Les deux photos ont été prises quasiment en même temps. La seule différence pour cette photo-là, c'est que j'ai réglé différemment l'appareil photo en me mettant au format RAW et donc dans l'espace de travail élargi propre à mon appareil photo. Et j'ai fait un développement de cette photo dans le logiciel DxO. On le voit parce que le nom de la photo, il y a un petit suffixe DxO.
et il s'agit d'un développement par défaut, celui que j'ai configuré moi-même dans DxO, c'est-à-dire la façon dont DxO me développe toutes mes photos sans que j'ai rien d'autre à faire. Et donc j'ai une photo qui est différente et c'est normal parce que le développement à partir des données brutes du capteur c'est fait ici par le logiciel DxO qui est sur mon ordinateur, alors que pour la première photo, le développement s'est fait dans l'appareil photo qui m'a converti toutes mes informations en images. J'aurais pu, dans l'appareil photo, choisir d'autres modes de développement. J'ai quelques choix de modes de développement. J'aurais pu choisir des couleurs plus vives, mais là j'ai choisi les couleurs les neutres proposées par l'appareil photo. Des différences donc relativement importantes. Avec la photo JPEG en SRVB, je pourrais bien sûr travailler cette photo là pour m'approcher de ce que je vois ici, et je préfère en faisant tout un traitement. Donc on ne va pas faire ici de traitement sur Photoshop, je l'ai déjà fait, et je peux accentuer aussi les couleurs dans mon image JPEG ici, mais j'ai un inconvénient. Si j'agrandis l'image dans le ciel jusqu'à, on va rester à 100% d'agrandissement, je vois que j'ai un ciel qui n'est pas uniforme. Il est pixelisé avec, j'ai juste quelques couleurs selon les pixels, quelques couleurs discrètes. C'est dû au fait que je travaille ici en JPEG, donc avec 8 bits par couleur, et quand je fais une accentuation, cette accentuation va amplifier les différences qu'il y a entre les niveaux, et comme j'ai peu de niveaux dans les parties claires du ciel, puisque je travaille qu'avec 8 bits par couleur, j'accentue ces niveaux et j'ai un effet de pixelisation qui se produit. L'image d'origine et l'image avec cet effet de pixelisation. Si je vais sur mon image prise au format RAW et que j'agrandis le ciel lui reste à 200%, 100%, le ciel reste plus uniforme. J'ai pas cet effet de pixelisation. C'est normal ici puisque je travaille avec beaucoup plus de niveaux par couleur et donc je peux beaucoup plus travailler mon image et la développer avec des accentuations dans le ciel, par exemple dans le contraste du ciel, que je ne pouvais le faire avec l'image JPEG d'origine. Donc on va revenir à adapter à l'écran. Voilà l'image mal développée ici, donc je peux revenir en arrière dans l'historique. Voilà l'image JPEG SRVB et voilà l'image convertie aussi en JPEG SRVB, mais à partir d'une photo RAW. À partir d'une photo RAW, j'ai beaucoup plus de possibilités pour travailler l'image et pour traiter l'image. On va confirmer maintenant que l'espace de travail de Photoshop, c'est bien un espace de communication. J'ai toujours mes deux photos ouvertes ici, l'une dans l'espace sRGB, l'autre dans l'espace Adobe RVB. Donc je reviens dans l'espace sRGB avec la première photo et je vais ajouter sur la photo, je pourrais ajouter un texte, mais pour simplifier, je vais ajouter un rectangle quelque part sur la photo, rectangle d'une certaine couleur que je vais définir ici et ici, et j'ai un sélecteur de couleurs qui est le même quand on fait la sélection par les couleurs de premier plan et d'arrière-plan ici. J'ai un sélecteur de couleurs dans lequel je peux définir des couleurs. Et imaginons que je veuille définir une couleur par les valeurs RVB. C'est-à-dire, par exemple, je vais mettre 200 en rouge, 100 en vert et 50 en bleu. Ça va me donner un rouge brique.
qui est ici. Je clique sur OK et je dessine un rectangle qui est de la couleur sélectionnée. Je vais dans la deuxième photo sous Adobe RVB. Je clique toujours sur la couleur du fond et je vais la choisir. Je vais choisir les mêmes valeurs RVB, c'est-à-dire 200, 100 et 50. Je clique sur OK. Je définis mon rectangle et maintenant je vais comparer mes deux photos. Eh bien, la couleur que j'ai ajoutée n'est pas la même. Elle est plus fade ici, un petit peu plus saturée ici, alors que j'ai mis les mêmes valeurs RVB. C'est bien parce que les valeurs rouge, vert, bleu dépendent ou conduisent à une couleur différente selon l'espace de travail auquel ces trois valeurs sont associées. Et donc ces trois valeurs dans sRGB donnent cette couleur-là et dans Adobe RGB donne cette couleur-là. On va retourner sur la couleur, sélectionner. Donc j'ai bien 200 de rouge, 100 de vert et 50 de bleu. La véritable couleur correspondant à ces chiffres-là dans l'espace Adobe RGB est définie par Photoshop dans l'espace international par les trois valeurs LAB 58, 48, 55. Notez bien ces valeurs 58, 48, 55. Donc je clique sur OK, je vais sur la première image, je retourne ici et là, j'ai bien toujours les valeurs 200, 100 et 50 pour RVB, mais mes valeurs dans l'espace international sont changées, ce qui correspond bien au fait que j'ai changé de couleur, puisque j'avais 58 en luminance et les valeurs A et B de teinte étaient de 48 et de 55. J'ai changé ici, je mets les valeurs que j'ai trouvées tout à l'heure, que j'ai notées tout à l'heure, c'est-à-dire 58 pour A 48 et pour B 55, avec ces valeurs LAB 58, 48, 55, mes valeurs RVB dans l'espace sRGB sont 255, 99, 42. Ce n'est plus les 200, 100 et 50 que j'avais noté tout à l'heure. Si je clique sur OK et que je dessine maintenant un rectangle, les couleurs de ce rectangle vont plus correspondre à celles qui sont dans l'espace ici. Annuler, on vérifie. Annuler. Voilà. Donc, une même couleur s'exprime par des valeurs RVB différentes selon l'espace colorimétrique auquel elles sont associées. Si c'est RGB ou Adobe RV, on aurait la même chose avec Profoto RVB. On continue avec Photoshop avec ces deux notions d'attribution de profil et de conversion en profil. Attribution de profil, conversion de profil. Donc ce sont des informations qui sont possibles dans le volet édition ici. Je vais rouvrir une image. J'ouvre une image DxO. Ouvrir. Et cette fois-ci, je vais dire que j'ouvre cette image dans mon espace de travail. Donc je vais la convertir dans l'espace de travail.
Ok. Donc c'est la même image que précédemment, mais cette fois-ci, l'espace de couleur associé est Profoto RGB. Alors voyons ces notions d'attribution de profil. Si je vais sur attribuer un profil, j'ai une fenêtre qui s'ouvre ici et je peux très bien changer le profil de ma photo. Mais si je le fais, je vais pas le faire, je vais simplement cliquer sur aperçu ici, passer de Profoto à sRGB. Si je le fais, je change considérablement mes couleurs. Je clique ou non sur aperçu, je change beaucoup mes couleurs. En fait, il ne faut quasiment jamais utiliser cette notion d'attribution de profil. C'est réservé à un cas, au cas où vous avez par exemple récupéré des photos sur internet et que avec ces photos il n'y a pas de profil de couleur associé. S'il n'y a pas de profil de couleur associé, il va falloir lui en attribuer un pour savoir comment on travaille. Alors si vous êtes dans ce cas-là, attribuez par défaut le profil sRGB parce que sur internet, dans la plupart des cas, c'est ce profil. Si vous hésitez, vous pouvez choisir un autre profil. Alors prenez pas tout ça. Vous pouvez choisir Adobe RVB et vérifier dans aperçu si c'est bon ou si c'est pas bon. Là c'est pas mieux. Et donc je ne fais pas d'attribution de profil. C'est un peu comme si vous alliez chez le photographe pour faire imprimer une photo, tirer une photo et vous dites au photographe: la photo que je vous donne sur ma clé USB, vous me la tirez en 18-24 sans lui donner d'unité. Le photographe par défaut, il va se dire: on est en France, 18-24, mon client parle certainement en centimètres, je vais tirer la photo sur 12/24 centimètres. Il va attribuer une unité aux exigences que j'ai demandées, mais il peut se tromper. Peut-être que dans mon esprit, je voulais lui faire une photo en 18 pouces sur 24 pouces. Donc méfiance sur l'attribution de profil et ne jamais l'utiliser si la photo a déjà un profil. Donc on annule ici et je vais aller sur le deuxième qui est convertir en profil. Mon espace source est Profoto RVB. Mon espace de destination, c'est par exemple sRGB parce que je veux que cette photo qui est dans ce profil élaboré Profoto RGB, je veux la diffuser sur internet. Si je veux la diffuser sur internet, il faut que je la convertisse au profil universel d'internet, c'est-à-dire sRGB. Donc mes informations espace source, espace de destination sont bonnes. Je vais cliquer sur aperçu pour voir ce que ça change. En fait, ça ne change rien. Convertir en profil ne change pas les couleurs du document et change la façon de les mesurer. Donc c'est comme si, je reprends mon exemple de tout à l'heure, je vais chez le photographe et je lui dis: je veux que vous fassiez un tirage de cette photo en 18 pouces sur 24 pouces. Cette fois-ci, vous spécifiez l'unité et le photographe, lui, dans son matériel, ne connaît peut-être pas les pouces ou ne peut pas les utiliser, donc il va faire une conversion. Il va multiplier par 2,54 pour avoir l'équivalent, la même longueur, les mêmes dimensions de ma photo, de la photo que je veux imprimer en centimètres au lieu de pouces. C'est une conversion. La conversion change la valeur numérique mais ne change pas la longueur mesurée. Donc la conversion d'un espace de photo à l'autre change les valeurs numériques mais ne change pas les couleurs du document. Donc ça, c'est à utiliser si vous partez d'un espace donné pour aller dans un autre espace. Je clique sur OK. Et là, j'ai bien changé d'espace colorimétrique. Il est affiché en bas à gauche. Et j'ai toujours ma photo
d'origine. Voilà, on en a terminé avec les quelques exemples sur Photoshop. Pour résumer cette troisième partie, on va prendre l'exemple de photos prises dans deux profils différents. Si vous prenez la même photo dans deux profils sRVB et Adobe RVB, les couleurs que vous allez observer sur l'écran de votre ordinateur vont être quasiment identiques. Pas de différence. À l'exception des couleurs les plus saturées, si elles sont présentes sur la photo, ce qui n'est pas souvent le cas. Et également si l'écran de votre ordinateur ou si votre imprimante est capable de reproduire ces couleurs saturées, ce qui n'est pas non plus souvent le cas. Si vous trouvez des différences sur l'ensemble des couleurs, c'est qu'il y a eu erreur dans la transmission des informations. Il est vrai que de très légères différences peuvent provenir de la façon dont on fait la conversion, on verra ça plus tard. Troisième cas, si vous prenez la même photo que précédemment, dans le format RAW et donc dans l'espace de couleur ProPhoto RVB, vous allez toujours avoir des différences sur les couleurs les plus saturées si elles sont présentes sur la photo et si votre écran ou votre imprimante est capable de la reproduire, mais les images vont être différentes du cas précédent parce que le développement de la photo se fait dans un cas par l'appareil photo et dans l'autre cas par le logiciel de l'ordinateur. Et donc les développements étant différents, il est logique que vous trouviez un résultat relativement différent. Mais c'est pas dû à l'espace de couleurs, c'est pas dû au, au capteur, c'est dû à la façon de traiter les photos. Sachant que l'avantage du format RAW réside beaucoup plus dans son échantillonnage sur 16 bits que dans son espace de couleur étendu. Voilà, nous en avons terminé avec cette troisième partie. Dans la quatrième partie, on regardera d'une façon plus pratique quelles sont les façons possibles de travailler. Je vous remercie, à bientôt.